C'est après avoir assisté de loin à la révolution des 1830 que le poète, déjà célèbre, fit la connaissance d'une comédienne de génie, un monstre sacré, comme on dirait aujourd'hui. Il en tomba follement amoureux, à peu près à cette même époque où George Sand en subissait la fascination. Et l'influence de Marie Dorval sur le poète fut déterminante. La première fois que le comte de Vigny parla publiquement, ou plutôt écrivit le nom de Marie Dorval, ce fut à l'occasion d'un spectacle de la Porte Saint-Martin qui s'appelait Beaumarchais à Madrid. Ce n'est pas un vaudeville, Beaumarchais à Madrid, c'est l'histoire de Clavico, dont Goethe a fait une pièce, et c'est un sujet sur lequel Vigny a des idées. Dans son journal d'un poète, il en parle et trouve celle de Goethe mauvaise. Nous avons donc quelques sujets de conversation en commun. On sait dans quelles conditions le poète a rencontré la comédienne pour la première fois. C'était à l'automne 1830. Vigny fréquentait peu les cafés dont l'atmosphère enfumée et bruyante l'indisposait. Il avait cependant accepté un rendez-vous avec Musset au Café des Variétés. Mais celui-ci, le second Alfred, ne venait pas. Il posait au premier ce qu'un poète, ayant le goût de la métaphore, aurait appelé un lapin, et que plus modestement, nous nous abstiendrons de qualifier. Laissons les génies au Parnasse. Pour le moment, Vigny pestait. Seul au milieu de braillards débraillés, ce qui va bien ensemble, il se sentait mal à l'aise. À la fin, il se lève. Peut-être, dans la cohue, son ami est-il invisible, peut-être est-il à une autre table, et il va, disant pardon à chaque pas. Une grosse voix l'interpelle. « Alfred, Alfred !» Il se garde de tourner la tête, notre gentilhomme taciturne. Il n'a pas l'habitude qu'on le hèle par son prénom, ainsi, devant tout le monde. Mais un bras le saisit et la voix cordiale insiste sur un registre moderato cantabile. « Alfred, tu cherches quelqu'un ?»« Oui, » fait Vigny, un peu agacé. « J'avais rendez-vous avec M. de Musset et... »« Alfred ? Mais il ne viendra sûrement pas. Je l'ai vu tout à l'heure au bras d'une personne qui ne te ressemble pas du tout. Et soit dit sans t'offenser, j'ai peur qu'elle ait la préférence. Veux-tu t'asseoir un instant avec nous ?» Vigny fait des façons, d'abord parce qu'il en fait toujours, et ensuite parce que son interlocuteur n'est pas seul. Cette grosse voix familière est celle d'Alexandre Dumas, et il est attablé avec Marie Dorval. Comme la timidité ne le gêne absolument pas aux entournures, il mène les choses rondement. « Marie, tu connais certainement le comte de Vigny. Mon cher Alfred, si tu n'étais pas venu à nous, nous serions allés à toi. Madame Marie Dorval brûle d'envie de te connaître. Elle voudrait que tu écrives un rôle pour elle. Ne proteste pas, Marie, ne proteste pas, tu me l'as dit. » Et, sans plus de précaution, Dumas prétexte des gens à voir dans la salle, et il les laisse seuls. Elle est très fière d'être aux côtés d'un si bel homme, aux cheveux blonds, ondulés, au regard pâle, vêtu avec une élégance discrète qui surprend en un tel lieu, et lui-même, tout gêné, est comme ébloui par l'actrice. À peine rentré chez lui, il se met à écrire. En 2 mois, La Maréchale d'Ancre est écrite, et le rôle est pour Marie Dorval. Il le dit, et c'est vrai. Mais vrai à demi seulement, et même au quart, on verra pourquoi tout à l'heure, car il y a longtemps qu'il pensait au sujet, avant d'avoir rencontré Dorval. Pensait-il à elle? Probablement pas. Il ne pensait sans doute à personne, et dans ce sens, il est possible que la vue de Dorval ait déclenché en lui le réflexe de la création, et qu'il n'ait plus vu sa maréchale qu'avec les traits de la comédienne. Car elle n'était pas extraordinairement belle, Marie Dorval, mais elle avait mieux que cela, du charme à revendre. Et Vigny était excessivement sensible au charme des femmes. Nous ne nous ferons pas ici l'écho des confidences graveleuses de Dumas à ce sujet. Disons simplement qu'il aimait beaucoup les femmes et que les femmes étaient contentes de lui. Ce n'était pas d'hier. Quand il rencontre Dorval, celle-ci a 32 ans, mais il en a 33. Sa jeunesse mélancolique à Loches, au Maine Giraud et rue de l'Élysée est loin de lui. Il a promené son élégante silhouette, sanglée dans l'uniforme de capitaine d'infanterie à travers beaucoup de garnisons, laissant d'après lui une réputation avantageuse sous tous les rapports. Ses premiers poèmes, publiés en 1822, le paraient en outre d'une auréole poétique. Et on avait à peine le temps de réaliser que, tandis que s'élaboraient les chants mystiques d'Éloa, il menait une intrigue fort concrète avec la jolie Delphine Gay, et il l'épouserait bien si elle était plus riche. Mais les parents de Vigny font opposition, qu'à cela ne tienne. Son unité part pour le sud-ouest. Il fait la connaissance à Pau du comte de Saint-Sever. Grosse fortune pour le coup. Mais cette fois, ce sont les parents de la fille qui trouvent le jeune officier trop miteux, quoique beau.
Et le poète va se consoler avec une autre poète, Marceline Desbordes-Valmore, à qui, selon Dorval, il aurait poussé la sollicitude jusqu'à donner un enfant. Une jeune Anglaise, cependant, tombe amoureuse de lui. Épouse-t-il la fortune? Épouse-t-il la fille? Sans doute les deux. Et le 8 février 1825, moins d'un an après l'apparition des lois, le comte de Vigny épouse Lydia Bunbury, fille unique de Hugh Mill Bunbury. Un an après, c'est la publication de Saint-Marc, en 1826. En 1827, il quitte l'armée, à 30 ans. Et le 24 octobre 1829, la Comédie Française crée son Othello. À peu près à la même époque, Dorval crée un autre drame en vers de Casimir de la Vigne, celui-là, Marino Faliero. Et elle n'a pas de peine à faire la différence. En sorte, voyez-vous que s'il n'est pas exact qu'elle l'ait amené au théâtre, elle l'a tout de même conduit dans les coulisses, essayé de lui faire aimer la vie du théâtre, son atmosphère particulière. Vigny avait donné Othello aux Français comme un étranger. Ses notes de journal sur les répétitions montrent à quel point il ignorait la vie et les mœurs de ce métier. Dorval va l'entraîner quelque temps. Marie Dorval aima-t-elle vraiment Alfred de Vigny? On peut en douter. Arsène Housset, contemporain de Vigny et administrateur de la Comédie Française, a publié ce témoignage. Alfred de Vigny fut un romanesque charmant. Il fut toujours l'amoureux plutôt que l'amant. Marie Dorval me disait, quand je suis avec Alfred de Vigny, j'ai toujours peur de m'envoler. Je l'ai recommandé à l'aéronaute Nadar pour son prochain voyage dans le ciel. Madame Dorval, qui se métamorphosait pour chacun de ses rôles et qui s'enchevêtrait dans les passions les plus terrestres, aimait à faire ses ascensions dans l'idéal, tantôt avec Alfred de Vigny, tantôt avec Jules Sandeau, qui lui-même était un rêveur à perte de vue. On ne la couvrait pas d'or ni chez l'un ni chez l'autre. Alfred de Vigny, qui devait devenir riche un jour, avait juste de quoi payer les hommes de loi qui, à Paris et à Londres, le représentaient pour un grand héritage. Mais, ô justice railleuse, Alfred de Vigny ne gagna son procès qu'un quart de siècle après sa mort. Sandeau, qui venait de se marier avec une charmante créature sans dot, ne donnait à Marie Dorval que les miettes de la table. Et ce n'était pas son mari, le critique Merle, qui pouvait la secourir, lui qui vivait de l'air du temps, selon son expression. Cette grande actrice, qui mourait à la peine, n'a jamais eu d'argent. Aussi, pour oraison funèbre, elle avait à peine fermé les yeux que les huissiers venaient saisir son mobilier. Madame Dorval, non plus qu'Alfred de Vigny, ne criait pas misère tant ils vivaient tous les deux dans le 7e ciel. Aussi, le poète voulait-il toujours paraître un conte millionnaire. Il se croyait déjà dans l'empyrée. Il prenait souvent la désinvolture d'un dieu. On ne le surprit jamais terre à terre, ni dans ses inspirations, ni dans ses amours. Il métamorphosait sa femme et ses maîtresses en archidéesses de l'Olympe. Jamais l'aristocratie de race, ni l'aristocratie littéraire ne s'élevèrent à un tel diapason. Il est vrai que le comte Alfred de Vigny demeurait alors au 5e étage, presque au 7e ciel. J'allais le voir en voisin au temps où je dirigeais le théâtre français. Avec moi, comme avec tout le monde, il jouait du grand seigneur par un orgueil hors de saison. Il n'avait dans son service qu'une cuisinière de second ordre qui semblait dressée pour la scène. Par exemple, quand je sonnais à la porte de son petit appartement rue des Écuries d'Artois, au coup de sonnette, je l'entendais dire très haut « Jean, allez donc ouvrir la porte !» Comme il n'y avait pas de gens et que la cuisinière torchonnait, il ouvrait lui-même en disant « Oh, ce valet de chambre est à mettre à la porte, il n'est jamais là !» Et très gravement, il me faisait les honneurs de son petit salon sans perdre un pouce de sa taille héraldique. Après une causerie, où il était toujours charmant d'ailleurs, il appelait encore Jean pour me reconduire. Même jeu, vrai jeu de théâtre. Qui donc oserait reprocher à Alfred de Vigny le péché d'orgueil qu'il pratiquait vaillamment? Si tous les orgueilleux le pratiquaient ainsi, le monde monterait d'un degré vers toutes les dignités humaines. Et tout d'abord, il faudrait supprimer l'orgueil dans les péchés capitaux. Il paraît qu'il y en a 7. Pour moi, je n'en connais que 2 ou 3. Quoi qu'il en soit, Alfred de Vigny était un orgueilleux de haute volée de par son esprit et de par sa plume. Il en est au 19e siècle de plus brillant que lui, mais
Combien peu sont de sa taille, à peine 3 ou 4 poètes, Lamartine, Hugo, Alfred de Musset, seuls le dépasseraient de quelques millimètres s'ils voulaient se mesurer avec eux. Oui, c'est une noble figure que nous devons saluer chapeau bas. Cet orgueilleux de noble maison a vécu dans les grandes idées sans jamais tomber dans les infiniment petits. Et pourquoi n'admettrait-on pas dans le même rayon, parmi les dieux de l'Olympe romantique, la figure sympathique du soldat poète, du gentilhomme de lettres Alfred de Vigny? N'a-t-il pas eu ses jours de triomphe et ses quarts d'heure de sublimité? Faut-il donc leur enfermer dans sa tour d'ivoire celui dont le génie avait pris pour épigraphe « Seul le silence est grand ». N'a-t-il pas marqué l'histoire dans ses romans comme Walter Scott? N'a-t-il pas, dans son théâtre, réveillé la voix de Shakespeare? N'a-t-il pas, poète mystique, continué dans ses poèmes la parole des prophètes? Figure à jamais poétique, beau front habité par le rêve, bouche souriant sous l'amertume de la pensée, yeux bleus noyés dans l'idéal, chevelure blonde, couronnant d'une auréole romanesque, se trouvèrent égarés dans le XIXe siècle. C'est pour Marie Dorval que Vigny écrivit Chatterton, et sans doute est-ce grâce à elle que cette tragédie remporta un succès qui paraît aujourd'hui démesuré avec la qualité de l'œuvre. N'allez-vous pas rejoindre Milord? C'est vous. Oh, madame, à genoux, par pitié, oubliez-moi. Eh, mon Dieu, pourquoi cela? Qu'avez-vous fait? Je vais partir. Adieu. Tenez, madame, il ne faut pas que les femmes soient dupes de nous plus longtemps. Les passions des poètes n'existent qu'à peine. On ne doit pas aimer ces gens-là, franchement. Ils n'aiment rien, ce sont tous des égoïstes. Leur cerveau se nourrit aux dépens du cœur. Ne les lisez jamais et ne les voyez pas. Moi, j'ai été plus mauvais que tous. Mon Dieu! Pourquoi dites-vous « j'ai été » ? Parce que je ne veux plus être poète, vous le voyez. J'ai tout déchiré. Écoutez-moi. Vous avez une famille charmante. Aimez-vous vos enfants? Plus que ma vie, assurément. Aimez donc votre vie pour ceux à qui vous l'avez donnée. Hélas, ce n'est que pour eux que je l'aime. Et quoi de plus beau dans le monde? Oh, Kitty Belle, avec ces anges sur vos genoux, vous ressemblez à la divine charité. Ils me quitteront un jour. Rien ne vaut cela pour vous. En eux est le sang de votre sang, l'âme de votre âme. Aimez-les, madame, uniquement et par-dessus tout. Promettez-le-moi. Mon Dieu, vos yeux sont pleins de larmes et vous souriez. Puissent vos beaux yeux ne jamais pleurer et vos lèvres sourire sans cesse. Hélas, cela dépend-il de nous? Oui, oui. Il y a des idées avec lesquelles on peut fermer son cœur. Demandez au Quaker, il vous en donnera. Et maintenant, laissez-moi. Oh, mon Dieu, comme vous souffrez. Au contraire, je suis guéri. Seulement j'ai la tête brûlante. Oh, bonté, bonté, tu me fais plus de mal que leur noirceur. Mais de quelle bonté parlez-vous? Est-ce de la vôtre? Les femmes sont dupes de leur bonté. C'est par bonté que vous êtes venus. On vous attend là-haut, j'en suis certain. Que faites-vous ici? À présent, quand toute la terre m'attendrait, j'y resterai. Tout à l'heure, je vous suivrai. Adieu, adieu. Vous ne viendrez pas? J'irai. J'irai. Oh, vous ne voulez pas venir. Madame, cette maison est à vous. Mais cette heure m'appartient. Que voulez-vous faire? Laissez-moi, Kitty, laissez-moi. Oh, jamais je ne serais heureuse si je vous laisse ainsi, monsieur. Venez-vous pour ma punition? Quel mauvais génie vous envoie? Une épouvante inexplicable. Vous serez plus épouvantée si vous restez. Avez-vous de mauvais desseins, grand Dieu? Ne vous en ai-je pas dit assez? Comment êtes-vous là? Et comment n'y serais-je plus? Parce que je vous aime, Kitty. Oh, monsieur, si vous me le dites, c'est que vous voulez mourir. J'en ai le droit de mourir. Je le jure devant vous, et je le soutiendrai devant Dieu. Et moi, je vous jure que c'est un crime, ne le commettez pas. Il le faut, Kitty, je suis condamné. Attendez seulement un jour pour penser à votre âme. Il n'y a rien que je n'ai pensé, Kitty. 1 heure seulement pour prier. Je ne peux plus prier. Et moi, je vous prie pour moi-même, cela me tuera. Je vous ai averti, il n'est plus temps. Et si je vous aime, moi? Je l'ai vu.
Et c'est pour cela que j'ai bien fait de mourir. C'est pour cela que Dieu peut me pardonner. Qu'avez-vous donc fait? Il n'est plus temps, Kitty, c'est un mort qui vous parle. Oh, puissance du ciel, grâce pour lui. Allez-vous-en. Adieu. Je ne le puis plus. Eh bien donc, prie pour moi sur la terre et dans le ciel. Oh, oh grand Dieu. Du poison. Oh, mon Dieu, pardonnez-lui. L'impact de Chatterton, peut-être davantage que son argument, incita un compositeur, Gérard Victory, à en faire un opéra quelque peu tombé dans l'oubli. Après quelques années d'une liaison orageuse, Alfred de Vigny décide de rompre définitivement avec Marie d'Orval. Il se retire dans la maison familiale des Charentes et ce drame intime lui tient lieu d'inspiration. Les nuages couraient sur la lune enflammée, comme sur l'incendie on voit fuir la fumée, et les bois étaient noirs jusques à l'horizon. Nous marchions sans parler dans l'humide gazon, dans la bruyère épaisse et dans les hautes brandes, lorsque, sous des sapins pareils à ceux des Landes, nous avons aperçu les grands ongles marqués par les loups voyageurs que nous avions traqués. Nous avons écouté, retenant notre haleine, et le pas suspendu. Ni le bois ni la plaine ne poussaient un soupir dans les airs. Seulement la girouette en deuil criait au firmament. Car le vent, élevé bien au-dessus des terres, n'effleurait de ses pieds que les tours solitaires et les chênes d'en bas contre les rocs penchés, sur leurs coudes semblaient endormis et couchés. Rien ne bruissait donc, lorsque, baissant la tête, le plus vieux des chasseurs qui s'était mis en quête a regardé le sable en s'y couchant. Bientôt, lui que jamais ici l'on ne vit en défaut, a déclaré tout bas que ces marques récentes annonçaient la démarche et les griffes puissantes de 2 grands loups cerviers et de 2 louveteaux. Nous avons tous alors préparé nos couteaux, et cachant nos fusils et leurs lueurs trop blanches, nous allions pas à pas en écartant les branches. 3 s'arrêtent, et moi, cherchant ce qu'ils voyaient, j'aperçois tout à coup 2 yeux qui flamboyaient, et je vois au-delà 4 formes légères qui dansaient sous la lune au milieu des bruyères, comme font chaque jour à grand bruit sous nos yeux, quand le maître revient, les lévriers joyeux. Leur forme était semblable, et semblable la danse. Mais les enfants du loup se jouaient en silence, sachant bien qu'à 2 pas, ne dormant qu'à demi, se couche dans ces murs l'homme, leur ennemi. Le père était debout, et plus loin, contre un arbre, sa louve reposait comme celle de marbre qu'adoraient les Romains et dont les flancs velus couvaient les demi-dieux Rémus et Romulus. Le loup vient et s'assied, les 2 jambes dressées par leurs ongles crochus dans le sable enfoncé. Il s'est jugé perdu, puisqu'il était surpris, sa retraite coupée et tous ses chemins pris. Alors il a saisi dans sa gueule brûlante du chien le plus hardi la gorge pantelante, et n'a pas desserré ses mâchoires de fer, malgré nos coups de feu qui traversent sa chair, et nos couteaux aigus qui, comme des tenailles, se croisaient en plongeant dans ses larges entrailles. Jusqu'au dernier moment où le chien étranglé mord longtemps avant lui, sous ses pieds à rouler. Le loup le quitte alors, et puis il nous regarde. Les couteaux lui restaient au flanc jusqu'à la garde, le clouaient au gazon tout baigné dans son sang. Nos fusils l'entouraient en sinistre croissant. Il nous regarde encore, ensuite il se recouche, tout en léchant le sang répandu sur sa bouche, et sans daigner savoir comment il a péri, refermant ses grands yeux, meurt sans jeter un cri. Si Vigny a rompu avec Marie d'Orval,
il n'en reste pas moins très épris de théâtre. Et il donne une comédie, un proverbe, comparable aux comédies et proverbes de Musset. Ce divertissement intitulé « Quitte pour la peur », négligé par les critiques et en fait œuvre mineure, propose des solutions aux problèmes posés par la passion, la vanité et aussi les remords. Monsieur le duc. Eh bien, madame, comment vous trouvez-vous? Mais monsieur, un peu surprise de vous voir et confuse de n'avoir pas eu le temps de m'habiller pour vous. Oh, n'importe, n'importe, je ne tiens pas au cérémonial. D'ailleurs, on peut paraître en négligé devant son mari. Son mari, hélas. Oui, certainement, son mari. Mais ce nom-là, je vous avoue... Oui, j'entends. Vous n'y êtes pas plus habitué qu'à ma personne. C'est ma faute. C'est ma très grande faute. Ou plutôt, c'est la faute de tout le monde. Qui peut dire en ce monde, et dans le monde surtout, qu'il n'ajoute pas par sa conduite aux fautes des autres? Dites-le-moi, madame. Ah, je crois bien que vous avez raison, monsieur. Vous savez le monde mieux que moi. Mieux que vous, madame, cela n'est parbleu pas facile. Je n'entends parler à Versailles que de votre grâce dans le monde. Vous faites fureur. On n'a que votre nom à la bouche. C'est une rage. Moi, je l'avoue, cela m'a piqué d'honneur. Au ciel, piqué d'honneur, que veut-il dire? Ça, voyons. Regardez-moi bien. Me reconnaissez-vous? Sans doute, monsieur le duc. J'aurais mauvaise grâce à ne pas vous... Me dire oui, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas cette docilité qu'il me faut. C'est de la franchise. De la franchise, madame. J'aurais beaucoup à vous dire cette nuit. Et les choses fort sérieuses. Quoi, cette nuit, monsieur? Y pensez-vous? J'y ai pensé, madame, pendant tout le chemin de Versailles et un peu avant aussi. Oui, c'est ma faute, il la sait, tout est fini. Oui, j'ai le projet de ne partir que demain matin au jour. Et vos gens et les miens doivent être couchés à présent. Mais ce n'est pas moi qui l'ai ordonné. Ah, alors, madame, si ce n'est vous, il faut donc que ce soit moi. Il restera. Demain, j'arriverai à temps pour le petit lever. C'est une pendule de Julien Leroy que vous avez là. C'est un sang-froid, ni rien comprendre. Oh, quelle inquiétude il me donne. Ah, voici quelques livres. C'est bien ce que l'on m'avait dit. Vous aimez l'esprit. Et vous en avez? Oh, je sais que vous en avez beaucoup. Et du bon, du vrai, du meilleur esprit. C'est Monsieur de Voltaire. Ah, Zaïre. Zaïre, vous pleurez. Lequin dit cela comme ça, n'est-ce pas? Je ne l'ai pas vu, monsieur. Oh, c'est vrai, c'est vrai. Je sais que vous êtes un peu dévote. Vous n'allez pas à la comédie, mais vous la lisez. Vous lisez la comédie? Pour la jouer, jamais. Oh, jamais. On ne m'y a pas élevé, monsieur. Fort heureusement pour moi. Et pour votre prochain, madame. Mais je suis sûr qu'avec votre esprit, vous la joueriez parfaitement. Tenez, nous avons le temps. Si vous étiez la belle Zaïre, soupçonnée d'infidélité par Orosmane, le violent, le terrible Orosmane... Oh, c'est ma mort qui l'a résolu. Mais en vérité, madame, c'est le plus généreux des mortels que ce Soudan Orosmane. N'ayez donc pas peur de lui. S'il entrait ici, par exemple, disant, avec la tendresse que met Lequin dans cette scène-là, « Hélas, le cri me veille et son horreur me suit. À ce coupable excès porter sa hardiesse. Tu ne connaissais pas mon cœur et ma tendresse. Combien je t'adorais. Quel feu... » Monsieur, avez-vous quelque chose à me reprocher? Oh, le mauvais vers que voilà. Et bon Dieu, que dites-vous donc là? Ce n'est pas dans la pièce. Mais monsieur, je ne dis pas de vers, je parle. On ne vient pas à minuit chez une femme pour lui dire des vers aussi. Et croyez-vous donc que ce soit là ce qui m'amène? Alfred de Vigny n'a jamais renié les influences qu'il a subies, et moins encore quand elles pouvaient l'honorer. Aussi suivait-il volontiers les romantiques qui se réclamaient de Shakespeare. Jean de Bert a analysé cette influence de Shakespeare dans l'œuvre de Vigny.
Le rôle qu'a joué Shakespeare dans la bataille romantique n'est pas à démontrer, mais la place qu'y a tenue Vigny éclaire le personnage d'une façon très particulière et nous semble-t-il mal connu, ou plutôt mal reconnu. Ce n'est pas à l'idée que nous avons aujourd'hui de l'œuvre shakespearienne fouillée, précisée, approfondie par des milliers de traductions et d'études qu'il faut comparer le travail de Vigny. Je ne vous propose aucune de ces adaptations, parce qu'elle vous semblerait timide ou incolore. Mais reportez-vous au temps où les choses se sont passées, où le voile s'est déchiré. Octobre 1826, Talma meurt. Il a vu Shakespeare joué par les Anglais. Il a rêvé toute sa vie d'imposer le vrai Shakespeare sur la scène française. Et il s'en va sans y être parvenu. 1826, Vigny vient d'épouser Lydia Bunbury. Il a rencontré Walter Scott, il est féru de littérature anglaise, il lit Shakespeare dans le texte. 1826, enfin, c'est le premier grand recueil de Victor Hugo, Les Odes et Ballades. 1827, le rêve de Talma prend vie. Les comédiens anglais viennent jouer Shakespeare à Paris. C'est la révolution, la révélation de quelque chose d'inconnu. Et le public et les poètes s'aperçoivent qu'ils n'ont jamais vu jouer Shakespeare. Les romantiques bouillonnent et carburent avec frénésie, tandis que les classiques se voilent la face. Rien de plus contraire au style français que le style anglais. Celui-ci impose tant de vérité, tant de sincérité, tant de réalisme dans le jeu du comédien, que le choix du public est bientôt fait. On ne pourra plus jouer la tragédie comme avant, à la française, avec des points d'orgue et des rondes jambes. C'est la première victoire romantique, elle est acquise sans que les combattants aient eu à lever la main. Dès les premiers jours de 1828, un premier Shakespeare est reçu à la Comédie Française, non plus un arrangement à la sauce du 6, mais la pièce elle-même, dont son contenu original, c'est Roméo et Juliette, adapté par Vigny et Deschamps. C'est le premier coin. La pièce ne sera pas jouée, mais la même année, Hugo lance son fameux Cromwell, qui ne sera pas joué non plus, dont la préface sert de manifeste à l'école nouvelle. La grande bataille est engagée, et il nous plaît de remarquer ici que c'est Vigny qui a emporté la citadelle du classicisme, avant Dumas, avant Hugo. L'année suivante, son Mort de Venise remporte un franc succès. Il a aussi adapté Le Marchand de Venise sous le titre de Shylock, mais cette pièce-là n'est pas jouée non plus. L'histoire est un perpétuel recommencement. Pendant quelques années, il se bat aux côtés de Hugo et de Dumas pour faire triompher le théâtre romantique sur la scène française. Ce sera La Maréchale d'Ancre, ce sera Chatterton, ce sera Quitte pour la peur. On dirait que la poésie s'en est allée de lui. Comment ce gentilhomme hautain et morose peut-il se sentir à l'aise parmi ce peuple tumultueux et familier des coulisses? Hugo et Dumas s'arrangeaient bien ensemble, mais Vigny. Eh bien, Vigny leur avait naïvement emboîté le pas. Mais au lieu de cueillir comme eux de menues actrices au passage et de s'en griser légèrement, il était tombé dans le piège d'une grande actrice, Marie Dorval, et en devenait sérieusement amoureux. C'était une redoutable aventure. Marie Dorval n'était plus une petite fille, mais une femme de 32 ans, belle mais sûre d'elle-même. L'amour n'allait pas être un jeu avec elle. Mais Vigny a-t-il jamais songé que l'amour pouvait être un jeu? Se réclamant de Shakespeare, les romantiques surent-ils tous en mesurer la grandeur? Berlioz, par exemple, dont Vigny écrivait « Ce beau et réel talent de compositeur semble surtout, en musique, ce qu'est celui d'un sombre paysagiste en peinture. » Berlioz s'empara de Roméo et de Juliette, et voulant lui aussi se rapprocher de Shakespeare, ne s'en est-il pas éloigné? La grande ambition d'Alfred de Vigny fut de se tenir au-dessus des romantiques et de proposer, à travers ses drames, ses divertissements, et surtout à travers sa poésie, une philosophie. Aussi, beaucoup de ses poèmes sont-ils d'une longueur actuellement difficilement acceptable. On ne peut les apprécier que par fragments. Et son génie a cela de remarquable qu'à travers sa sévérité, il sut trouver quelquefois le chemin du populaire. La semaine prochaine, l'émission Telle qu'en eux-mêmes sera consacrée à Alfred de Vigny pour la 3e partie.